Alors, Rémi Bastien, pardon, vous êtes directeur de la prospective automobile chez Renault. Exact. Voilà. Éric Bessius, vous êtes CEO de Calray. Calray, qu'on présente comme une pépite française de deep tech, spécialisée dans les semi-conducteurs. Écoutez, c'est comme ça qu'on nous qualifie. Écoutez, vous savez que vous le méritez, très certainement. Écoutez, faites-nous. Nous sommes donc tout oui pour assister à pour suivre la présentation des systèmes que vous avez développés ensemble. Merci. Merci beaucoup pour votre introduction. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Alors, la voiture autonome, ça fait le bonheur des consultants et des dîners en ville. Ça prendra je pense, dizaines de semaines avant de faire beaucoup de business, mais c'est un sujet qui, en tout cas, fait travailler beaucoup de monde. Et à tous les deux, on va essayer de vous montrer finalement les défis qui sont en face de l'application de cette voiture autonome. On va commencer par un petit film sur un prototype que Renault a fait et qui a été fait en partenariat avec nos amis de Calray sur une partie des calculateurs, qui est une illustration de ce que pourrait apporter le véhicule autonome. Donc, allons-y. Alors ici, vous avez donc une maison d'architecte assez moderne avec un couple qui doit se rendre quelque part, donc qui appelle la voiture. Vous allez voir ici que le parti pris, c'est de donner du temps libre quand c'est ennuyeux de conduire. Donc aller chercher la voiture, ça n'apporte pas grand-chose. Donc c'est la voiture qui vient chercher le couple. Ensuite, ils vont aborder des routes de campagne qui sont finalement souvent assez amusantes à conduire et d'autre part qui comportent des dangers. Donc l'application de véhicule autonome n'est pas tellement facile dans ces cas-là. En revanche, dès qu'on est sur autoroute, on est sur des voies chaussées séparées. Et là, on peut concevoir un système qui est totalement sûr. Donc il y a une trentaine de journalistes qui ont pu expérimenter ça, qui ont non seulement lâché le volant, mais qui ont pu également, via donc une réalité augmentée, quitter les yeux de la route avec la voiture qui a pu vraiment conduire toute seule, passer les péages. Donc là, on l'a fait sur une partie de l'autoroute A13. Donc c'était un niveau 4 sur un cas d'application qui, comme vous le voyez, était limité à l'autoroute. Et donc notre couple finit par arriver à destination avec monsieur au volant pour la fin du parcours qui était donc plus ludique que l'autoroute. Alors la voiture autonome, donc ça serait un exemple d'application. Pour le particulier, le débarrasser du souci de conduire quand c'est ennuyeux de conduire. Ça peut être le cas sur un périphérique embouteillé, voire sur un long parcours sur autoroute. Mais au-delà de ça, je pense que c'est important de voir comment la voiture autonome pourrait apporter quelque chose à la société. Alors là, j'ai une planche qui est un petit peu riche. Sur la partie gauche, vous avez finalement deux axes, avec un premier qui est pour l'utilisateur, qui va regarder à chaque fois pour ses déplacements quel est le moyen de déplacement qui est le plus économique. Et pour les territoires, leur enjeu, c'est de déplacer un maximum de gens pour l'activité économique. Et ce que vous voyez ici, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment de réponse parfaite. On entend souvent parler du robot-taxi. Le robot-taxi, donc, qui utilise des voitures autonomes, apporte des choses. Il va baisser le prix, mais sans descendre au niveau du transport public. Et puis, quand il ne transporte qu'une seule personne, il faudrait des centaines de milliers de taxis pour faire l'équivalent d'un métro. Donc, cette application de l'autonomie est intéressante, mais ne répond pas à tout. Alors maintenant, si on regarde la deuxième partie, on va s'intéresser au déplacement quotidien de ce qu'on appelle les commuteurs, qui finalement se retrouvent, pour faire court, dans deux grandes catégories. Une première, pour se rendre à leur travail, ils ont un transport public de masse sur une grosse partie du trajet et leur problème, c'est de rejoindre la gare depuis leur domicile et la deuxième gare pour aller à leur travail. Et bien ici, une des applications possibles, c'est de faire des navettes de rabattement qui vont permettre, sur des parcours qui sont toujours les mêmes, qui sont sécurisés avec des voies protégées,
qui donc permettrait d'utiliser une forte cadence de rabattement. Et puis il y a un deuxième cas de figure que vous connaissez peut-être si vous êtes en Île-de-France, mais c'est vrai dans la région de Toulouse ou autour de Lyon. Il y a pas mal de cas où il n'y a pas de transport public de masse sur le trajet. Et là, donc, les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre une voiture et d'encombrer les autoroutes urbaines. Et l'autonomie peut être un moyen. Alors, on a un projet en commun avec donc Renault, PSA, mais également Vinci pour l'infrastructure, Nokia pour les télécoms, qui consisterait à utiliser des voies dédiées pour en faire des trains de voitures ou des trains de navettes, et donc avoir une massification du trafic avec également des véhicules qui soient beaucoup plus remplis. Et avec ça, on est capable d'atteindre un débit qui serait proche du métro. Donc, voiture autonome intéressante, à une condition, c'est qu'elle apporte quelque chose à la société. Et ça, je pense que c'est, en tout cas nous, une voie sur laquelle on travaille beaucoup pour que ces applications aient un apport. Alors maintenant, pour faire ça, il y a un beau challenge qui est que la société l'accepte. Et pour qu'elle l'accepte, il faut qu'on puisse démontrer aux utilisateurs, aux clients, que c'est très sûr. Alors sur cette planche, vous avez aussi pas mal d'informations. Vous connaissez peut-être ce qu'on appelle les ADAS, qui sont les Advanced Driving Assistance Systems, donc c'est tous les systèmes d'aide à la conduite, qui peuvent faire une partie d'aide au conducteur, mais dans tous les cas, c'est le conducteur qui est toujours le dernier recours en cas d'accident. Quand on passe au véhicule vraiment autonome, c'est cette partie-là, et bien là, il faut que le système soit capable à chaque fois de prendre les bonnes décisions pour assurer la sécurité. Alors la sécurité, ça se traduit en chiffres. Ici, vous avez l'ensemble des statistiques par pays du nombre de morts par million d'heures. En gros, sur l'ensemble des routes, il y a un mort tous les millions d'heures en moyenne. L'autoroute est 10 fois plus sûre. Donc là, c'est un mort tous les 10 millions d'heures. Et en gros, ce qu'on considère, c'est que tant qu'on n'est pas capable d'offrir un système qui fasse encore 10 fois mieux que ça, c'est même pas la peine de penser à appliquer les voitures autonomes, elle ne sera pas acceptée. Donc on a un défi extrêmement élevé sur le niveau de sécurité. Donc une grosse pression sur le système, ses performances et sa fiabilité. Alors, pour vous montrer aussi, donc quand on parle d'autonomie, on parle souvent de niveau de délégation, mais ce qui est important, c'est de voir sur quel champ on l'applique. Alors, j'ai pris un niveau 4, donc là, c'est vraiment le véhicule qui est capable d'assurer l'ensemble du trajet sans intervention humaine. Et pareil, toujours deux axes. Le premier, c'est la densité de trafic, et le deuxième, c'est la visibilité. Alors, je ne vais pas vous détailler toutes les cases, mais vous pouvez comprendre qu'il y a déjà des véhicules autonomes qui ont été utilisés sur la Lune et sur Mars. Alors là, aucun risque d'écraser un piéton, la visibilité était assez bonne, donc c'est assez facile de faire un niveau 4. Maintenant, à l'autre bout de la chaîne, à bomber aux heures de pointe, je pense que même dans plusieurs décennies, je ne suis pas sûr que quelqu'un y arrive, parce qu'on arrive à un tel niveau de complexité et de difficulté de voir la situation que ça restera difficile. Donc c'est très important de choisir un cas d'application qui soit d'une part utile et qui soit accessible pour atteindre ce niveau de sécurité. Donc vous voyez ici par exemple des applications sur l'autoroute, sur des voies de bus dédiées ou dans des magasins. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable et qui peut apporter des choses. Alors, pour réussir ça, eh bien, de plus en plus, on imagine un système de systèmes dans lequel le véhicule coopère avec l'infrastructure pour que l'infrastructure puisse lui donner les informations qui lui manquent de façon à bien le visualiser. Pour que vous mesuriez ça, c'est qu'en fait, les différents capteurs ont tous leurs limites. Si vous prenez un radar, traverser un pont métallique, il y a tellement de réflexions que le radar devient aveugle. Si vous prenez une caméra, sur l'axe est-ouest, prenez l'autoroute A13 au coucher du soleil, la caméra n'est pas en panne, mais elle est aveugle. Et pareil sur les ultrasons, ici c'est un exemple où un gamin tient une couverture de laine, eh bien,
ça absorbe toutes les ultrasons. Donc c'est important de construire un système qui soit capable, sur l'ensemble du champ qu'on a choisi, d'assurer le fonctionnement. SOTIF, ça signifie Safety of the Intended Function, c'est-à-dire que c'est le bon fonctionnement dans le cas choisi. Et alors, pour construire un système robuste, je ne vais pas être trop long, c'est un exemple d'architecture, puisqu'on est dans un congrès sur l'IA. Eh bien, notre propos, c'est le défi, c'est un très haut niveau de sécurité, et il faut accepter de faire de l'hybridation entre l'IA Deep Learning et du contrôle commande temps réel. Donc, si on prend cet exemple, on a considéré que pour atteindre le niveau de sécurité demandé, il faut un système construit avec 4 niveaux de décision. Le premier, c'est celui qui est le nominal. Donc là, on a bien le deep learning qui va analyser la scène et comprendre où on est. Donc, qui va dire on peut continuer, tourner à droite, tourner à gauche, ralentissez. On se donne un deuxième niveau qui, lui, va vérifier en permanence qu'on reste dans le domaine d'application qui était prévu. Là, on est plus dans le contrôle commande. Un troisième niveau va aussi assurer une vérification de cohérence. Est-ce que ce qu'on observe est cohérent avec le type de situation qu'on avait? Et enfin, un dernier niveau qui est important, celui-ci, c'est une surveillance permanente de l'ensemble des capteurs et des actuateurs qui, lui, va détecter des pannes, alors soit des pannes fugitives, soit des pannes permanentes. Et en fonction du niveau d'état du système, va décider de basculer sur un mode refuge, ou au contraire de dire tout est nominal, on peut continuer. Donc, important de bien considérer que, alors si on résume un peu tout ça, en quelques mots avant que je passe le relais à mon ami Eric, eh bien, la voiture autonome, retenez que c'est extrêmement exigeant sur le niveau de sécurité. Les premières applications ne se feront pas n'importe où, et en tout cas pas en commençant par la place de l'Étoile ou Bombay-sur de Pointe, mais bien sur des applications qui sont relativement simples et utiles. Et les ADAS dans les voitures vont continuer à avoir une grosse part de marché avant que la voiture autonome monte en puissance. Entre la voiture autonome et l'intelligence artificielle, c'est évidemment, l'IA est très très puissante pour l'analyse des situations. Donc ça, il ne faut surtout pas s'en priver, c'est vraiment clé dans la situation. Et il faut le combiner avec un contrôle temps réel de façon à pouvoir atteindre ces hauts niveaux de sécurité. Et eh bien, la conséquence de tout ça, et ça va me permettre de passer le relais à Eric, c'est que pour atteindre ces niveaux exigeants, eh bien, il faut des systèmes eux-mêmes qui soient intelligents, qui doivent comporter une partie capable de traiter de l'IA, mais dans un système plus vaste, plus complexe. Et ces nouveaux systèmes requièrent donc de nouvelles technologies, en l'occurrence de nouveaux processeurs capables de combiner les deux. Et puis, on regarde la voiture autonome, mais ces percées-là pourront déjà profiter aux voitures de monsieur et madame tout le monde pour l'aide à la conduite. Eric, je te passe le flambeau. Merci, Rémi. Merci. Et effectivement, on va essayer d'ouvrir le capot, de rentrer un petit peu dans cette voiture et de voir qu'est-ce qu'il faut mettre sur ce capot pour résoudre ce problème. Ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle le use case de la voiture autonome, c'est que c'est un petit peu le Graal. C'est-à-dire, comme le disait Rémi, ça va prendre beaucoup de temps avant qu'une voiture autonome puisse conduire sur la place de l'Étoile, ça c'est sûr. Mais d'un autre côté, une fois qu'on sera arrivé à ce niveau technologique, ça veut dire qu'on aura franchi un certain nombre d'étapes extrêmement importantes. Et bien sûr, tous les développements qui nous permettent d'aller dans cette direction vont être réutilisés dans bien d'autres industries, ne serait-ce qu'aussi dans la voiture pour faire des use cases un peu plus simples, comme ceux que mentionnait Rémi. Alors, ouvrons un petit peu le capot. Il faut une petite aide. Voilà, super. Donc, ouvrons le capot, et tout ça pour dire que, en fait, si on regarde une voiture autonome, on a devant nous ce qu'on appelle un système intelligent. Alors, c'est quoi un système intelligent? Pour vulgariser, en fait, c'est une voiture normale, mais cette voiture, elle a la particularité d'être bardée de capteurs. Ces capteurs sont des caméras, sont des radars,
c'est de l'infrarouge. Et ces capteurs, ils vont générer un énorme flot de données. Et ce flot de données, il va falloir l'interpréter en temps réel, en extraire de l'information pertinente pour prendre une décision. Typiquement, aujourd'hui, si vous avez des caméras autour de votre voiture, elles vont filmer votre environnement. Mais ce qui est intéressant pour prendre une décision, pour votre système, c'est de détecter un panneau, de savoir ce qu'il veut dire, d'extraire ces informations-là, et à partir de là, de décider si la voiture doit tourner à gauche ou tourner à droite. À titre d'exemple, donc effectivement, on a eu la chance de faire ce travail vraiment génial sur ce prototype de Symbiose avec Renault. Et typiquement, on a un système qui génère à peu près 1 gigaoctet d'informations par seconde. Donc c'est quand même assez monstrueux. Et c'est bien sûr un challenge énorme pour les puces ou pour le hardware que vous avez sous le capot. Alors, ce challenge-là, il est complètement unique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est un challenge qui n'a pas été jusqu'à présent adressé par l'industrie. Si vous regardez l'industrie des processeurs, on voit qu'on est à l'aube d'une troisième génération. La première génération, ce que vous connaissez très bien, c'est la génération des processeurs dans les ordinateurs. Ça fait tourner les applications dans les serveurs, dans les PC. Il y a une deuxième génération, les années 90, qui a été la génération des processeurs pour les portables. C'est une génération de processeurs complètement différents. D'ailleurs, des gens comme Intel, qui sont aujourd'hui les numéro 1 dans le monde des PC, ont 0% de part de marché dans le monde des téléphones portables, parce que ça demande des architectures complètement différentes. Et comme je vous disais, on est à l'aube d'un nouveau marché où il y a besoin de nouveaux processeurs, ce qu'on appelle des processeurs intelligents, qui vont être capables d'analyser ces données à la volée, d'en retirer de l'information pertinente, et soit d'envoyer ces informations pertinentes au réseau, dans le cloud, soit de les traiter directement en temps réel. Il y a bien sûr un très grand nombre d'applications. En fait, la plupart des industries sont touchées par ce type de révolution, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais plus généralement, encore une fois, de transformation d'un système classique en système intelligent. On parle des data centers, on parle bien sûr, on le voit, de l'industrie de l'automobile, on va y revenir, mais ça touche aussi l'aérospatiale, la défense, tout ce qui est industrie 4.0. Il y avait tout à l'heure une science très intéressante sur tout ce qu'on appelle les defect detection. C'est aussi un domaine applicatif. La 5G, voilà, tous ces domaines vont être touchés par cette révolution que sont ces systèmes intelligents et les processeurs qui sont liés à ces applications. Alors pourquoi ils sont différents ? Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi. Donc vous voyez, si on prend le cas de l'industrie de l'automobile, on a un certain nombre de contraintes qui sont vraiment uniques. C'est sûr que lorsqu'Intel a développé ses processeurs pour un PC, ils n'avaient pas du tout en tête qu'il y avait 1 gigaoctet d'informations qu'il allait devoir traiter par seconde. Et ça nécessite des architectures complètement différentes. Ça nécessite aussi d'avoir des plateformes ouvertes parce qu'on veut permettre aux développeurs de développer leurs propres algorithmes, à la R&D de Renault ou les partenaires de Renault de développer leurs propres solutions. Et bien sûr, ça va nécessiter l'intégration de domaines d'expertise très très différents parce que ces processeurs vont devoir en fait sur un même système faire plein de choses à la fois, venant de domaines très différents. Rémi l'a mentionné, avec des domaines de perception, des domaines de contrôle, des domaines de sécurité. Donc il va falloir rassembler toutes ces expertises en fait sur un même processeur et faire que ce système global fonctionne très efficacement et de manière sécurité. Alors pour cela, il y a besoin d'architectures complètement différentes. Donc Calray, c'est une société qui a maintenant à peu près 10 ans. On est en fait un essaimage du CEA. Donc, si vous connaissez le CEA, c'est un des plus gros laboratoires en France, en particulier pour tout ce qui est nouvelles architectures de data center et de processeurs. Et ce processeur, il a été vraiment développé pour ce type d'application. Et donc c'est un processeur complètement différent de ce que vous pouvez trouver dans la nature jusqu'à présent. Alors c'est un petit peu... Alors je vais essayer de pointer là. Donc il a cette forme. Donc vu de l'extérieur, ça ressemble à un processeur classique. Par contre, ça, si on ouvre le capot du processeur, on voit en fait qu'il a un certain nombre de configurations ici, de motifs. Ça, c'est ce qu'on appelle un cluster. Vous envoyez 5 sur la puce. Et chaque cluster, en fait, si on fait un zoom, ici vous le voyez, a lui-même 16 processeurs. Et chaque processeur, en fait, a été battu pour pouvoir, de manière complètement indépendante, faire du traitement très très intensif, avec à la fois du traitement de contrôle et du traitement type intelligence artificielle. Alors pourquoi ce sont des systèmes extrêmement intéressants ? Ce sont des systèmes, en fait, comme vous le voyez, qui sont extrêmement symétriques et qui ont été faits pour que chaque processeur, chaque petit cœur, vous voyez, dans cette puce, il y en a 80, mais on peut mettre plusieurs processeurs ensemble, on peut le faire monter à 160, plusieurs centaines de processeurs, en fait, travaillent de manière indépendante. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez pouvoir agréger dans un même système
plein de fonctionnalités, et vous allez pouvoir faire quelque chose qui est extrêmement important, ce qu'on appelle la freedom of interference, c'est-à-dire pouvoir garantir que si un de vos systèmes, une de vos fonctions ne marche pas, le reste marche toujours. Ce que vous ne pouvez pas garantir avec un processeur classique. Donc vous voyez une architecture complètement différente, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, une architecture complètement différente qui bien sûr a nécessité énormément d'efforts de développement, et qui est un des pionniers dans le monde à ce qu'on appelle les processeurs mini-cœurs, qui arrivent à agréger tous ces cœurs ensemble et faire qu'on puisse bâtir des systèmes intelligents sur la même puce. Alors, je vous donne un petit exemple, encore une fois c'est un exemple simplifié, mais lorsque vous faites un système intelligent, comme le disait Rémi, vous avez des parties qui sont faites avec purement des algorithmes d'intelligence artificielle, et puis ces parties-là, il va falloir aussi faire un certain nombre de ce qu'on appelle de processing, de traitement, et il va falloir mélanger tout ça sur une même puce, et faire que cette puce puisse en fait réagir en temps réel face aux modifications de l'environnement. Donc là, vous voyez, vous avez par exemple une partie qui est la partie de traitement de l'image, traitement des informations du radar. Au milieu, bien sûr, utilisation, car ce sont des manières très, très efficaces de traiter l'information d'algorithmes type deep learning. Vous avez après ce qu'on appelle le post-processing, et puis du contrôle. Et des puces comme celle de Carré permet en fait de séparer ce qu'on appelle le spatial isolation, de mettre sur un certain nombre de cœurs une partie du système, sur une autre partie et de manière complètement indépendante le contrôle par exemple, et ainsi d'agréger un système de manière très simple et surtout de manière sécure. Alors, un des gros avantages en particulier, c'est d'arriver à traiter deux gros problèmes qu'affronte l'industrie de l'automobile. Un premier problème, c'est bien sûr le problème de performance. Comme vous avez beaucoup de cœurs dans ce processeur, mais vous pouvez faire beaucoup de traitements. Et Dieu sait que l'intelligence artificielle requiert énormément de traitements. Et puis vous avez une deuxième problématique qui est dans le domaine de la voiture. C'est que typiquement, vos voitures aujourd'hui ont entre 50 et 100 petites puces qui sont disséminées dans la voiture. Et ça, bien sûr, ça coûte cher. Ça coûte cher en maintenance. Et puis avec l'évolution et les besoins de plus en plus importants en électronique, ça devient difficilement tenable pour l'industrie. Donc il y a un besoin d'intégration, donc de mettre sur les mêmes processeurs ou sur un nombre restreint de processeurs toutes ces fonctionnalités ensemble, que ce soit des fonctionnalités toutes bêtes de contrôle des essuie-glaces, des feux, tout comme des parties beaucoup plus critiques, comme ceux qu'a présenté tout à l'heure Rémi en termes d'ADAS ou de conduite autonome. Donc ça, c'est un petit peu les points clés des processeurs de demain pour ces systèmes intelligents. Donc vous voyez cette capacité de gérer un système qui doit être extrêmement sûr. Vous avez vu à quel point c'est un point critique pour les constructeurs automobiles de pouvoir garantir des niveaux de sûreté au-dessus de ce qu'un humain est capable de faire. Et la capacité du coup d'intégrer ces systèmes compliqués tout en traitant les données de manière très très rapide, avec aussi, ça c'est un point important, une très faible consommation. Alors pourquoi c'est important la faible consommation? Pour deux raisons. On parle souvent de voitures électriques, donc de voitures qui doivent optimiser bien sûr la consommation. Il y a une deuxième raison pour laquelle c'est aussi important, c'est que lorsque vous en fait consommez beaucoup, ça veut dire que vous générez aussi beaucoup d'énergie, et donc il va falloir refroidir votre système. Et qui dit refroidir un système dit un système qui coûte cher, qui dit un système qui peut tomber en panne, et donc ça c'est un gros souci. Donc en plus il y a une contrainte supplémentaire pour ce que vous avez sous le capot, c'est qu'en plus ça ne doit pas consommer beaucoup. Voilà. Alors, juste un petit mot, on a la chance d'avoir en particulier un partenaire qui est aussi un de nos actionnaires qui s'appelle NXP, qui est le plus gros constructeur au monde de puces pour voitures. Et on travaille avec eux en particulier, et bien sûr des gens comme Renault, pour développer ces technologies et les déployer petit à petit dans l'industrie. Maintenant, comme le disait Rémi, il y a encore beaucoup de challenges de développement à faire, de tests à faire dans l'industrie. Mais comme je le disais, ce sont des technologies qui sont extrêmement intéressantes dans plein d'autres domaines. Et c'est intéressant la cross-pollinisation que l'on peut voir. Nous, aujourd'hui, nos puces, bien sûr, on travaille dans le monde de l'automobile, mais c'est plus un investissement à long terme. Les premiers véhicules sont prévus plutôt pour 2024-2025. Par contre, il y a des applications très très court terme de ce type de processeurs qui vont encore une fois embarquer à la fois de l'intelligence artificielle mais tout un système autour. Typiquement, nos principaux clients aujourd'hui sont des gens qui construisent des data centers parce qu'il y a besoin de puces pour analyser très très vite les données data centers. En particulier, par exemple, lorsque vous stockez des informations, il y a besoin de manipuler les données très rapidement et d'analyser qu'est-ce qui est contenu dans ces informations-là. Et puis il y a aussi bien sûr un très grand nombre
d'applications proches de la voiture. On travaille par exemple avec des gens comme Airbus, comme Safran, pour tout ce qui est aéronautique, contrôle des moteurs. Vous avez énormément d'applications dans les industries de demain, dans le manufacturing. Donc ce sont vraiment des domaines qui sont en train d'exploser avec l'AI en général et qui sont extrêmement intéressants, avec beaucoup d'ailleurs de collaboration entre les secteurs. Typiquement, je sais que Rémi travaille aussi beaucoup avec nos amis de l'aérospatiale, parce que ce sont deux domaines qui sont en train de converger avec des problématiques technologiques en fait assez similaires. Voilà, je vous remercie beaucoup et avec Rémi, on est à votre disposition pour les questions pour y avoir. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur? On va vous donner un micro. Bonsoir, Salvatore Guzzo, Satnor. Déjà, je vous remercie pour cette présentation vraiment enrichissante et très intéressante, et où les détails techniques, c'était vraiment très remarquable. Mais je voudrais revenir sur quelque chose qui avait été évoqué initialement, c'est-à-dire qu'actuellement, dans les voitures autonomes, on a un dernier recours qui est toujours le conducteur, et qu'on veut viser des systèmes où cette dernière décision est prise par la machine, par le système en fait. Or, historiquement, la raison pour laquelle actuellement on se retrouve dans ce genre de système, c'est parce que derrière, il y a aussi des aspects non seulement techniques, mais principalement, c'est des aspects juridiques et éthiques. Je cite par exemple le problème du tramway, où il y a différentes déclinaisons, mais sur le fond, il y a des aspects et des problématiques éthiques et juridiques que rend difficile une prise de décision complètement automatique et prise par la machine. Et du coup, dans cette perspective d'avoir dans le futur des voitures qui soient réellement autonomes et où ce dernier recours, effectivement, soit laissé à la machine, comment est-ce que vous envisagez pouvoir obtenir ça? Est-ce que vous avez déjà des pistes? Est-ce que c'est des solutions qui sont prévues, ou c'est des aspects qui sont encore en cours de réflexion et qui nécessitent encore du temps? Alors je vais répondre en faisant une petite pirouette. Vous prenez tous un véhicule autonome tous les jours, ça s'appelle un ascenseur. Et il n'y a pas d'opérateur. Simplement, son champ d'application est extrêmement restreint. Oui, il y a peu de trafic dans la cage d'ascenseur. Bon. Et ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, la voiture autonome va se développer progressivement quand on parle d'autonomie complète, en commençant par des cas d'application où on élimine beaucoup de facteurs de risque. Si vous prenez le Val qui fait Orly-Antony, c'est pareil. Il n'y a aucun risque qu'il y ait un piéton sur le trajet, il n'y a pas de cycliste. En fait, on a minimisé énormément les événements risqués. Donc, ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut choisir des applications qui apportent quelque chose à la société, dans lesquelles on a éliminé pas mal de risques. Et ce que j'ai essayé de montrer tout à l'heure, l'architecture doit être faite pour que quand il y a un doute dans la perception, eh bien, on ait un système qui puisse basculer sur un mode refuge, le pouvant être sur une route, de se mettre sur la voie d'arrêt d'urgence avec les warnings. Dans le cas d'un avion, ils ne peuvent pas le faire parce qu'il faut déjà atterrir. Mais dans le cas d'une voiture, c'est un recours qu'on envisagera. Donc retenez bien ça. Commençons par des applications qui sont simples. Je vous en donne un autre. Le Mont-Saint-Michel, par exemple, pourrait être un très bon terrain d'application. Il n'y a pas d'autres objets que les navettes. Maintenant, la voiture autonome à Bombay aux heures de pointe, rendez-vous dans quelques décennies. Merci. Autre question? Monsieur, au fond. Oui, merci pour la présentation. J'avais une question justement par rapport à votre théorie d'éliminer les champs qu'aujourd'hui on ne sait pas adresser et qui revient finalement à coupler le véhicule autonome qui a un cycle de vie assez court, puisque la techno évolue très régulièrement, à une infrastructure dont le cycle de vie est beaucoup plus long et beaucoup plus contraignant. Et du coup, en fait, est-ce que c'est pas finalement quelque part se limiter, vu qu'on ne pourra pas passer d'un modèle où c'est complètement un environnement sécurisé à un environnement complètement ouvert, puisque la problématique
du champ de tout ce qui est possible et difficile de traiter se réappliquera. Je ne vois pas aujourd'hui comment on peut passer de l'un à l'autre facilement. Oui, alors après, la question sera quel est le bénéfice complémentaire d'avoir une autonomie sur un champ plus ouvert? Si c'est le cas, il y aura une phase d'expérimentation. Hein. Vous voyez, dans l'aéronautique, quand un constructeur célèbre a un ennui, il faut qu'il apporte une nouvelle solution qui puisse être validée. Donc, je pense que la société sera d'abord rassurée parce qu'ils l'ont vu marcher dans des cas pendant quelques mois, quelques années. Et quand on dira, voilà, on est prêt à faire une étape de plus, mais à condition, encore une fois, que le niveau de complexité apporté par cette ouverture apporte quelque chose à la société. Si c'est le cas, eh bien, elle trouvera son champ d'application et son business model. Si ce n'est pas le cas, c'est un Graal d'ingénieur, mais pas un effet intéressant. J'espère avoir répondu à votre question. Y a-t-il une dernière question, éventuellement? Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Merci pour votre attention. Merci.